C'était le jour de la fête des mères. Ma bru, Fabienne Leroy, hurla devant mes 12 petits-enfants. Le vieux, personne ne vous a invité. Ne mangez pas gratuitement dans ma maison. Je suis Michel Dubois, 72 ans, un pâtissier retraité. Elle ravalerait ses cris, j'en étais certain, lorsqu'elle lirait le document que je lui avais apporté, soigneusement plié dans ma poche. Le silence qui tomba sur la grande cour arrière de notre maison à Villeurbanne fut si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Il pesait sur l'air comme une chape de plomb, étouffant toute trace de joie. Le tintement joyeux des couverts contre les assiettes s'arrêta net, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. La fumée du barbecue, qui, une seconde auparavant, embaumait la fête et les retrouvailles familiales, devint soudainement âcre, presque suffocante, voilant l'atmosphère d'une tension palpable. Mes 12 petits-enfants, du plus âgé, Mathieu, 19 ans, à la plus jeune, Camille, à peine 3 ans, qui jouait innocemment avec un morceau de pain, fixèrent leurs regards sur le sol de carreaux rouges. Leurs visages, habituellement si vifs, étaient figés dans l'incompréhension et la gêne. Personne n'osait respirer. L'air était devenu trop lourd, trop chargé de colère et de honte. Ma fille, Laurine, la mère de 4 de ses enfants et l'épouse de l'homme qui venait de m'insulter si publiquement, serra les lèvres et baissa la tête. Elle rentra les épaules, comme si le cri de son mari avait été un coup physique, une gifle invisible mais brutale, portée directement sur son propre dos. Je restai assis, inébranlable, à la tête de la longue table en bois. Une table que j'avais moi-même achetée il y a plus de 30 ans, avec l'argent durement gagné de milliers de gâteaux vendus, de brioches dorées et de pains croustillants sortis de mon four. C'était ma place, mon trône silencieux, le symbole de mon travail et de ma persévérance. J'observais Fabien Leroy, mon gendre. Il se tenait debout devant le barbecue, une canette de bière à la main, les pinces à viande dans l'autre. Son attitude était celle d'un conquérant, d'un maître des lieux. Sa poitrine était gonflée d'une arrogance mal placée. Son visage rougi par la chaleur des braises et par l'alcool qu'il avait commencé à consommer dès 10 heures du matin, bien avant l'arrivée des invités. Il me regardait avec cette arrogance bon marché, typique des hommes faibles qui ont besoin d'humilier un vieil homme pour se sentir maître de quelque chose, pour exister à leurs propres yeux. Il se croyait le roi du monde, l'homme fort de la famille, en cet instant précis. Il pensait que la patience que j'avais montrée au cours de la dernière décennie était une faiblesse, une preuve de ma docilité. Il croyait que mes silences étaient de la peur, de la soumission. Il ne savait pas que les hommes comme moi, ceux qui ont passé leur vie entière à pétrir la farine dès 4 heures du matin devant un four à bois, à sentir la chaleur et la fatigue s'infiltrer dans chaque fibre de leur être pour élever une famille entière, ne connaissent pas la peur. Nous l'avons brûlée, consumée, il y a bien longtemps. Nous connaissons la fatigue, nous connaissons le sacrifice, la douleur des articulations et les nuits sans sommeil. Mais la peur, elle, s'est consumée dans nos mains, aux côtés des premières cicatrices de notre métier, celles qui racontent une vie de labeur. Mon esprit voyagea un instant dans mon passé, cherchant la racine de cette insolence grandissante, de cette audace qu'il n'aurait jamais dû oser afficher. Je suis Michel Dubois, un homme de la Vienne, né et élevé dans un village où la chaleur de l'été peut être écrasante et où les gens parlent avec une franchise parfois abrupte mais toujours sincère. J'ai été le maître de la boulangerie L'Épidore, un établissement modeste mais prospère qui m'a permis d'élever mes 3 filles, seul après que mon épouse m'eut laissé veuf à 40 ans. Chaque jour, l'odeur du pain frais emplissait mes poumons, et la fierté de mon travail, mon cœur. J'ai travaillé sans relâche, du lever au coucher du soleil, souvent bien au-delà. Mes mains, aujourd'hui marquées par les taches de farine et les cicatrices du four, aux articulations noueuses et abîmées, sont le véritable plan de ma vie, le témoignage silencieux de mon effort et de ma persévérance. Avec ces mains, j'ai acheté ce terrain, brique par brique, rêve après rêve. Avec ces mains, j'ai payé chaque brique, chaque poutre de bois, chaque tuile du toit de cette maison d'angle à Villeurbanne, avec ses larges couloirs et son figuier majestueux au centre de la cour. C'était mon œuvre, mon héritage. Il y a 10 ans,
Lorsque Fabien Leroy a perdu son emploi à Lyon et s'est retrouvé accablé de dettes, ils sont venus me demander refuge. Je me souviens encore de ce jour pluvieux, de leur visage défait. Laurine pleurait, le visage ravagé par l'inquiétude, avec 3 jeunes enfants à ses côtés et un quatrième en route. Mon cœur de père s'était serré. Moi, comme n'importe quel père, j'ai ouvert les portes de mon foyer sans hésitation. Je leur ai cédé la maison principale, la plus grande, et je me suis installé dans la petite dépendance que j'avais construite au fond du terrain. Un espace humble, de 2 pièces seulement, où j'avais installé mon vieux four à bois et mon lit. C'était un sacrifice, mais je le faisais de bon cœur. Je l'avais fait par amour, pour leur offrir de l'espace, pour ne pas les gêner, pour leur permettre de reconstruire leur vie. Mais Fabien Leroy avait confondu ma générosité avec une sorte de droit acquis, une mission divine qui lui donnait le pouvoir sur ma propriété. Peu à peu, insidieusement, il avait commencé à agir comme le véritable maître des lieux, le propriétaire incontesté. D'abord, il avait changé la serrure du portail principal et m'en avait remis une copie à contre-cœur, avec un air de défi. Un geste anodin en apparence, mais lourd de sens. Ensuite, il avait pris l'habitude de garer sa camionnette juste devant ma fenêtre, bloquant la lumière du soleil qui éclairait ma petite dépendance. Une petite mesquinerie quotidienne. Plus tard, il avait commencé à se référer à la propriété comme sa maison devant les voisins, s'appropriant mon bien, mon histoire, ma vie. J'écoutais et je me taisais. Je serrais les poings en silence, mais je me taisais. Je me taisais parce que je voyais les yeux tristes de ma fille Laurine, une femme qui s'était éteinte peu à peu aux côtés d'un homme médiocre. Un lâche qui compensait ses propres échecs en élevant la voix, en cherchant à dominer ceux qu'il pensait plus faibles. Je me taisais pour mes petits-enfants, pour qu'ils ne grandissent pas dans un environnement de guerre constante, de disputes incessantes qui auraient brisé leur innocence. Cependant, ce dimanche-là, en ce jour de fête des mères, ma patience, si longue et si éprouvée, avait fini par s'épuiser. La corde s'était tendue à l'extrême, prête à rompre. L'excuse de son explosion était d'une absurdité totale, d'une mesquinerie à peine croyable. J'étais arrivé dans la cour à midi, portant avec fierté un gâteau aux 3 laits que j'avais préparé et cuit dès l'aube, orné d'une meringue aérienne et d'une touche de cannelle. Un gâteau fait avec amour, comme tous ceux que j'avais créés. Mes 2 autres filles, Sophie et Claire, étaient déjà là avec leur famille, leurs maris, Marc et David, et leurs enfants. Nous avions rapproché plusieurs tables pour accueillir mes 12 petits-enfants et tous les adultes, créant une longue tablée conviviale. Comme à l'accoutumée, je m'étais assis à la tête de la table, sur la chaise en bois sculpté qui avait toujours été la mienne, ma place légitime de patriarche. Fabien Leroy, en me voyant à cette place, s'était approché, le front plissé de colère. Il m'avait dit à voix basse, mais avec une virulence à peine contenue, de bouger, que c'était sa place à lui, car il était l'homme de la maison et celui qui s'occupait du barbecue. Son ton était un mélange de mépris et d'exigence. Je l'avais regardé droit dans les yeux, avec la même calme assurance avec laquelle j'observais la pâte levée dans mon four. Et je lui avais répondu, d'une voix posée, que j'étais parfaitement à mon aise et que je n'avais aucune intention de bouger. Mon regard ne s'y a pas. C'est alors qu'il avait explosé, comme une cocotte minute sous pression. Il avait frappé les pinces contre le barbecue avec un bruit métallique sec et avait lâché le cri qui avait glacé l'après-midi, figeant chaque convive dans un silence horrifié. Le vieux, personne ne vous a invité. Ne mangez pas gratuitement dans ma maison. Les mots, lourds de venin, avaient flotté dans l'air chaud de l'après-midi, résonnant encore et encore dans le silence. Manger gratuitement. Ma maison. Ces mots, prononcés avec tant de mépris, étaient une insulte directe à tout ce que j'avais bâti. J'avais senti un feu monter dans ma gorge, mais ce n'était pas la honte. C'était une indignation pure et cristalline, une colère froide qui menaçait de déborder. J'observais la scène qui se déroulait devant moi. Mes filles, Laurine, Sophie et Claire, évitaient mon regard, leur visage trahissant un mélange de gêne, de peur et de résignation. Elles n'osaient pas intervenir, prises au piège de cette situation intenable. Marie et Isabelle, les épouses de mes 2 gendres, Marc et David, fixaient leurs propres chaussures, mal à l'aise,
mais trop silencieuses pour oser contredire le petit chef du groupe. Leurs visages étaient des masques d'embarras, trahissant une peur silencieuse de Fabien, dont l'autorité toxique semblait les paralyser. Leurs maris n'étaient pas des hommes de confrontation, et Fabien le savait, exploitant leur passivité à son avantage. Le seul qui semblait sur le point de réagir, de briser cette chape de silence et de lâcheté, était Mathieu, mon petit-fils aîné, le fils de Laurine. Je l'ai vu serrer les poings sous la table, ses jointures blanchissant, et esquisser un mouvement pour se lever, prêt à défendre l'honneur de son grand-père. Mais je l'ai arrêté d'un seul regard, un regard sévère de grand-père qui n'a pas besoin de mots pour donner un ordre. Il a compris. Ses épaules se sont relâchées, mais ses yeux étaient emplis de larmes de rage contenues, une fureur silencieuse qui me rappelait ma propre jeunesse. Je ne pouvais pas permettre que mon petit-fils se batte à coups de poing avec son propre père pour me défendre. La dignité, je le savais par expérience, ne se récupère ni par des cris, ni par des coups. Elle s'impose par des faits, par une résolution inébranlable et une action mesurée. J'ai pris mon temps, chaque seconde s'étirant dans l'air lourd de l'après-midi. J'ai posé mes mains rugueuses sur la surface de la table en bois, sentant les veines du bois sous mes doigts. Un contact familier, réconfortant, comme la pâte que j'avais pétrie pendant des décennies. Lentement, avec une gravité délibérée, je me suis levé, lissant le tissu de mon pantalon de lin foncé que j'avais choisi pour cette occasion spéciale, une tenue simple mais digne. Le silence était si absolu qu'on pouvait entendre le crépitement de la graisse tombant sur les charbons ardents du barbecue, un son presque obscène dans cette atmosphère tendue. Fabien me fixait, un sourire tordu et moqueur étiré sur son visage, attendant que je fonde en larmes, que je me lève et que je m'enfuis en courant vers ma petite pièce du fond comme un animal effrayé. Il s'attendait à la réaction d'un pauvre vieil homme humilié, brisé par ses paroles. Mais il ne me connaissait pas. Je n'étais pas un homme à fuir. J'ai commencé à marcher. Non pas vers la sortie, ni vers la dépendance où j'avais mon petit refuge. J'ai commencé à faire le tour de la longue table de jardin. Je me suis d'abord approché de Mathieu. J'ai posé mes deux mains sur ses jeunes joues, sentant la chaleur de sa peau et la tension de sa mâchoire. Je lui ai donné un baiser lent et sonore sur le front, un geste d'amour et de reconnaissance pour son courage silencieux. Puis, je suis passé à la chaise suivante, où se trouvait ma petite fille Camille. J'ai caressé ses cheveux bouclés et déposé un baiser sur le sommet de sa tête. Un par un, j'ai parcouru les 12 places. À chaque petit enfant, j'ai offert un sourire doux, un baiser chargé d'amour, mais aussi d'un adieu à l'ancienne étape de ma mission, celle où j'avais toléré l'intolérable. Les plus jeunes m'ont serré la taille, confus par l'ambiance tendue, mais réconfortés par mon odeur familière de vanille et de farine grillée, un parfum qui les ramenait à l'atelier de mon ancienne boulangerie, l'Épidore, où je leur avais si souvent préparé des gâteaux. Les plus grands me regardaient avec un mélange de tristesse et d'admiration, comprenant sans un mot que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. Je n'ai pas prononcé une seule parole pendant ce parcours solennel. Le seul son était celui de mes pas fermes sur les carreaux rouges de la cour et la respiration contenue des adultes, qui retenaient leur souffle, incapables de détourner le regard. Lorsque j'ai fini d'embrasser le dernier de mes petits-enfants, je suis arrivé à l'extrémité de la table où j'avais laissé mon sac. Ce n'était pas un sac élégant, mais une besace en toile épaisse, résistante et pratique, tout comme moi. Je l'ai ouverte avec des mouvements lents et mesurés. Mes filles, Laurine, Sophie et Claire, m'observaient, intriguées, leur visage marqué par l'incertitude. Laurine a finalement levé les yeux, ses yeux embués de larmes. Elle a voulu dire quelque chose, balbutiant un « Papa, s'il te plaît », mais j'ai levé une main pour lui demander le silence. Ce n'était pas le moment des excuses tardives. Le mal était fait et la guérison allait être radicale, chirurgicale. J'ai plongé ma main dans le sac en toile, mes doigts ont effleuré mon vieux porte-monnaie, un paquet de pastilles à la menthe, et ont finalement trouvé la texture lisse du papier épais. J'ai sorti une enveloppe en papier craft, ficelée avec un cordon en forme de 8. Je me suis tourné vers Fabien. Il se tenait toujours près du barbecue, mais son sourire moqueur avait commencé à s'estomper en voyant que ma réaction n'était pas celle qu'il attendait. Mon calme inébranlable le déstabilisait, le sortait de ses gonds.
Il a pris une longue gorgée de sa bière, essayant de maintenir sa posture de supériorité, mais je pouvais voir la fissure dans son assurance. J'ai marché vers lui. La distance entre la table et le barbecue n'était que de quelques pas, à peine 5, mais chacun d'eux a résonné dans ma poitrine comme un coup de tambour, marquant le rythme d'une confrontation inévitable. En arrivant devant lui, l'odeur de bière bon marché et de sueur m'a frappé le visage, mêlée à la fumée de la viande grillée. Je l'ai regardé de haut en bas, sans une once de rancune, seulement avec la froideur de celui qui observe un insecte gênant sur le point d'être écarté de son chemin. J'ai tendu ma main et lui ai offert l'enveloppe. Il l'a regardée en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, Michel ?» a-t-il demandé. Sa voix n'avait plus le volume strident d'avant. Il y avait une légère vibration de doute dans ses mots, une pointe d'appréhension. « Ouvrez-la, ai-je répondu. Ma voix est sortie ferme, claire, résonnant dans la cour avec l'autorité d'un patriarche qui a retrouvé son trône. Fabien a posé les pinces sur le bord du barbecue, s'est essuyé la main droite sur le tablier taché de graisse qu'il portait et a pris l'enveloppe. Il a défait le cordon avec une certaine maladresse. Ses doigts, épais et peu habitués au travail délicat, ont tiré le papier jusqu'à en extraire le contenu. C'étaient 3 feuillets agrafés. En haut, sur l'entête, se détachait le sceau du service de la publicité foncière et la signature à l'encre bleue du notaire Maître Anselme Bernard, un vieil ami à moi. Fabien a commencé à lire. Ses yeux ont parcouru les premières lignes. J'ai vu sa pomme d'Adam monter et descendre tandis qu'il déglutissait difficilement. La première page était une copie certifiée et actualisée de l'acte de propriété, un document qui prouvait, sans l'ombre d'un doute, que le terrain complet, la maison principale, la dépendance, la cour et même le figuier étaient au nom de Michel Dubois, veuf et maître absolu. Fabien Leroy avait toujours cru, nourri par une arrogance démesurée, qu'en s'installant dans cette maison de Villeurbanne et en prenant en charge le paiement des services essentiels comme l'eau et l'électricité, il avait acquis une sorte de droit inaliénable sur la propriété. Il s'était persuadé que Michel Dubois, en tant que vieux pâtissier retraité, vivant discrètement dans la petite dépendance au fond du terrain, lui avait de facto cédé la propriété de son vivant, au bénéfice de sa femme, Laurine. Il ne s'était jamais soucié de vérifier la légalité de son « empire de carton », comme Michel l'appelait en son fort intérieur. Une construction fragile bâtie sur des sables mouvants d'hypothèses et de présomptions. Mais ce n'était pas le pire. Ce qui fit pâlir Fabien, ce qui chassa toute couleur de son visage et figea son sourire suffisant, se trouvait sur la 2e page du document. C'était une notification formelle, rédigée par maître Anselme Bernard, une mise en demeure d'expulsion en bonne et due forme. Un document qui portait ma signature, celle de Michel Dubois, tracée en bas de page avec des lettres rondes et claires. Une signature que j'avais apposée avec une détermination nouvelle, fruit de longues réflexions et d'une patience à bout. Il y était clairement stipulé que M. Fabien Leroy disposait d'un délai péremptoire de 30 jours calendaires pour quitter entièrement la propriété, retirer toutes ses affaires et restituer les clés. Chaque mot était un coup de marteau sur le mur de son arrogance. En cas de non-respect de ce délai, il serait procédé à son expulsion par voie judiciaire, avec l'appui des forces de l'ordre. La menace était explicite, irrévocable. Le silence qui régnait dans la cour, déjà lourd de l'attente, se transforma en une tension électrique palpable, presque suffocante. On aurait pu entendre une mouche voler, si ce n'est le battement précipité du cœur de Fabien que je pouvais presque percevoir. Laurine se leva brusquement, effrayée par la pâleur soudaine de son mari. Son visage, habituellement si serein, était maintenant marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe, Fabien ? Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, faisant un pas hésitant vers nous, comme si elle craignait de briser un sortilège. Il ne lui répondit pas. Il en était incapable. Ses yeux restaient rivés sur le papier, parcourant et reparcourant le paragraphe concernant l'expulsion, comme si les lettres s'étaient soudainement transformées en un alphabet étranger, incompréhensible. Une sueur froide perlait sur son front. La canette de bière lui glissa de la main gauche, tombant sur le sol de carreaux rouges avec un bruit métallique assourdissant qui résonna dans le silence tendu.
La mousse dorée se répandit sur ses chaussures, mais il ne s'en aperçut même pas, son esprit étant ailleurs, prisonnier des mots implacables du document. Je levai les yeux pour observer ses mains. Ces mêmes mains, qui quelques minutes auparavant tenaient dans les pinces du barbecue comme un sceptre de pouvoir, serraient maintenant les papiers avec une fragilité pathétique, comme s'ils étaient sur le point de s'envoler. Les bords des feuillets vibraient légèrement. Fabien tremblait, un tremblement incontrôlable qui partait de ses poignets et remontait le long de ses bras, secouant tout son corps. C'était le tremblement de la peur, de la défaite inattendue. Il semble qu'il y ait eu une petite confusion concernant les invitations d'aujourd'hui, dis-je, élevant ma voix juste assez pour que chacun dans la cour puisse m'entendre distinctement, sans avoir à forcer. Mon ton était calme, mais chargé d'une autorité retrouvée. Vous m'avez dit que je venais manger gratuitement chez vous. Le papier que vous tenez entre les mains vous éclaire sur l'identité du propriétaire du toit qui vous abrite, du sol que vous foulez. Et il vous informe que votre temps de vivre gratuitement sous mon toit est désormais révolu. Chaque mot était pesé, chaque syllabe une affirmation de ma souveraineté. Je n'attendis pas sa réponse. Je me retournai, le dos droit, le menton haut, savourant le silence assourdissant qui suivait mes paroles. C'était le silence de la stupéfaction, de la déroute. Je revins vers la table. Mes filles, Laurine, Sophie et Claire, me regardaient les yeux écarquillés, comme si elles voyaient un fantôme. Ou plutôt, comme si elles reconnaissaient enfin le père fort et inébranlable qui les avait élevées, celui qu'elles croyaient disparu sous le poids des années et des humiliations. Je pris ma sacoche en toile, la passai à mon avant-bras et commençai à marcher le long du passage latéral qui menait au portail principal, vers la rue. Je laisserai derrière moi le repas, le gâteau aux 3 laits et l'odeur du barbecue. Je laisserai derrière moi 10 années de condescendance, d'humiliation silencieuse et de respect bafoué. 10 années où j'avais été réduit à l'ombre de moi-même dans ma propre maison. Tandis que j'ouvrais le portail en métal pour sortir sur le trottoir chauffé par le soleil de l'après-midi, je savais que la guerre ne faisait que commencer. Mais la première bataille, je l'avais gagnée sans élever la voix, avec la seule force de la loi et de ma détermination. Le son des papiers tremblants dans les mains de mon gendre, Fabien, était la seule mélodie dont j'avais besoin pour célébrer ce qui, pour moi, était un véritable jour de la fête des mères, un jour de renaissance. Je marchais sur le trottoir de ciment irrégulier, avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis au moins 20 ans. Chaque pas était une libération, un fardeau qui s'envolait. Le soleil de 15 heures me frappait de plein fouet, réchauffant le tissu de mon pantalon de lin foncé, mais la chaleur ne me dérangeait pas. Au contraire, elle me semblait vivifiante. Derrière moi, j'avais laissé la fumée du barbecue, l'odeur de bière renversée et le silence sépulcral d'une famille entière paralysée par la peur d'un tyran de pacotille. Chaque pas que je faisais, en m'éloignant de ma propre maison, était, paradoxalement, un pas de retour vers moi-même, vers l'homme que j'avais toujours été avant que la lassitude ne s'installe. Les rues du quartier voisin étaient calmes. C'était la fête des mères, et la plupart des gens étaient confinés dans leur cour, célébrant, feignant le bonheur ou supportant leur propre Fabien Leroy. Je tournais au coin de l'avenue principale et marchais quelques pâtés de maisons jusqu'à atteindre une place du quartier. Je cherchais refuge dans une petite brasserie traditionnelle, un endroit aux murs peints d'un vert pâle apaisant, où l'arôme du café fraîchement torréfié parvenait toujours à calmer mes nerfs. L'établissement était presque vide, ce qui me convenait parfaitement. Je choisis une petite table près de la fenêtre, d'où je pouvais observer le mouvement des rares passants, sans être moi-même trop exposé. Un jeune serveur, portant un tablier impeccable et un sourire un peu trop forcé, s'approcha pour prendre ma commande. Il me parla lentement, traînant les voyelles, presque en criant, avec ce ton doucereux mais condescendant que les jeunes réservent souvent aux enfants en bas âge et aux personnes âgées. C'était une habitude agaçante, mais je n'avais pas l'énergie de la corriger. Il me demanda si je désirais un petit verre d'eau tiède pour accompagner une tisane à la camomille, car, selon lui, le café noir me serait sûrement trop lourd à l'estomac à mon âge avancé. Son regard était empreint d'une pitié mal placée. Je le regardai droit dans les yeux, esquissai un sourire aimable mais ferme et lui commandai un café noir, bien corsé, sans sucre,
accompagné d'un grand verre d'eau minérale avec des glaçons. Ma voix était claire, sans la moindre hésitation. Le jeune serveur cligna des yeux, visiblement surpris par la fermeté inattendue de ma voix. Il hocha rapidement la tête, un peu décontenancé, et s'éloigna vers le comptoir, laissant derrière lui une légère brise d'embarras. Tandis que j'attendais ma commande, je sortis de ma vieille sacoche en toile ma petite radio à transistor argenté. C'était un appareil robuste, lourd dans ma main, marqué d'une profonde bosse sur le côté gauche. Je me souvenais parfaitement de ce jour de 1998, lorsqu'un sac de 50 kg de farine avait glissé d'une étagère, s'écrasant sur elle. Un incident qui aurait pu la rendre inutilisable. Mais non. Malgré ce choc violent, la radio fonctionnait toujours à la perfection, fidèle compagne de mes longues nuits. Pendant plus de 30 ans, cette petite boîte de métal avait été ma seule présence, ma seule voix dans le silence assourdissant des aubes solitaires de la boulangerie, quand le monde entier dormait encore et que moi, je me battais avec la pâte, pétrissant l'avenir. Je l'allumais, tournais le bouton du volume au minimum, juste assez pour entendre un murmure, et cherchais une station d'information. Le doux grésillement de la statique, ce bruit familier qui précédait toujours la clarté, et la voix grave et posée du présentateur me ramenèrent à mon centre, ancré dans la réalité. Cet incident avec le jeune serveur, sa condescendance à peine voilée, m'avait fait réfléchir à quelque chose que j'observais en silence depuis des années. Quand un homme atteint 60 ans, la société lui jette une couverture invisible sur les épaules. Nous cessons d'être des individus avec du caractère, une histoire riche et une intelligence aiguisée pour devenir simplement le grand-père. Une figure bienveillante mais dénuée de toute profondeur. On nous retire notre nom pour nous affubler d'une étiquette réductrice. Les gens supposent que nos esprits ralentissent au même rythme que nos genoux fatigués. Ils croient que nos cheveux blancs sont un symptôme d'ingénuité, une marque de faiblesse. Ils pensent que si nous marchons lentement, c'est parce que nous ne savons plus où nous allons, que nous avons perdu notre chemin. Fabien Leroy, mon gendre, avait commis exactement cette erreur. Pendant une décennie entière, il m'avait vu assis dans mon fauteuil à bascule, dans ma petite dépendance au fond de la cour, lisant mon journal, ou parfois, simplement perdu dans mes pensées. Et il avait pensé que j'étais un meuble de plus dans l'inventaire de la maison, une pièce décorative, inoffensive et silencieuse. Il avait cru que mon mutisme face à ces affronts était un signe de manque de caractère, de résignation. Il n'avait jamais compris que les hommes comme moi, ceux qui bâtissons des entreprises à partir de rien, qui élevons des filles seules et qui connaissons le poids exact de chaque centime qui entre dans nos foyers, ne nous taisons pas par stupidité. Nous nous taisons parce que nous évaluons, parce que nous observons, parce que nous savons que la patience est l'outil le plus affûté qui soit. Mon invisibilité avait été mon meilleur bouclier, et son arrogance, son pire piège. Le jeune serveur revint, posant devant moi ma tasse de café noir, corsé, fumant. Une vapeur sombre s'élevait en spirale paresseuse, portant avec elle l'arôme puissant du grain torréfié. Je pris une gorgée. La saveur amère, intense, me réveilla complètement les sens, aiguisant ma détermination. C'était le moment d'organiser mes ressources, de mettre de l'ordre dans mes pensées et mes plans. La bombe avait déjà explosé dans la cour de ma maison de Villeurbanne. Mais la véritable guerre, celle qui allait décider de mon avenir et de ma dignité, commencerait demain, à la première heure. Je replongeai ma main dans ma sacoche en toile et en sortis un carnet en toile cirée noire. Ce n'était ni un journal intime rempli de confidences, ni un album de souvenirs nostalgiques. C'était mon livre de comptes personnel, le reflet méticuleux de toute une vie de travail acharné. Les couvertures étaient un peu usées, patinées par le temps et les manipulations, et quelques pages portaient d'anciennes taches d'extrait de vanille, des reliques de mes années passées derrière le comptoir de l'Épidore. Mais à l'intérieur, les chiffres étaient inscrits avec une encre bleue impeccable, alignés en colonnes parfaites et ordonnées, témoignage de ma rigueur. J'ouvris le carnet à la page 42. Là se trouvait le résumé de mes comptes bancaires, la preuve silencieuse de ma prévoyance. Fabien avait toujours cru que ma seule source de revenus était la modeste pension minimale que me versait l'État, et que je dépendais entièrement de lui pour ne pas mourir de faim.
Jamais il ne lui était venu à l'esprit de se demander ce que j'avais fait de l'argent de la vente de mes machines industrielles, de mes fours rotatifs et de mes pétrins lorsque j'avais fermé l'Épidore il y a 5 ans. Cet argent, fruit de décennies de labeur brutal, je ne l'avais donné à personne, ni gaspillé. Je l'avais placé dans des fonds d'investissement à terme fixe sous les conseils avisés de maître Anselme Bernard, le même notaire qui avait rédigé l'avis d'expulsion. Je passais mon index sur les chiffres, sentant le papier sous mon doigt. J'avais suffisamment d'argent pour payer des avocats pendant des années si Fabien décidait de se battre devant les tribunaux. J'avais les fonds nécessaires pour louer un appartement de luxe dès le lendemain si je souhaitais abandonner la maison. Mais je n'allais pas le faire. Cette maison, je l'avais payée moi-même, brique par brique, en pétrissant le pain à 3 heures du matin, les mains couvertes d'ampoules et de brûlures dues à la chaleur du four. Je ne lui céderai pas un seul euro de mon effort, pas le moindre centime, à un homme qui se sentait grand en piétinant les autres. Sur une page blanche de mon carnet, j'écrivis les étapes à suivre. L'expulsion était un processus légal qui prenait 30 jours, mais je n'allais pas rester assis dans ma petite pièce du fond, attendant qu'il fasse ses valises de son plein gré. Je connaissais parfaitement les hommes comme mon gendre, des hommes à l'ego fragile et à la voix forte. Sa première réaction en lisant le document avait sûrement été la négation. Puis viendrait la colère. Ensuite, il tenterait d'utiliser ma fille Laurine et mes petits-enfants comme boucliers humains pour me faire sentir le pire père du monde. Je devais avoir 3 coups d'avance. Mon premier mouvement stratégique était clair: couper ses sources de confort. Fabien se sentait le roi de la maison parce qu'il avait la télévision par câble avec le forfait sportif premium pour regarder ses matchs de football le week-end et parce qu'il profitait d'une connexion Internet à haut débit. Tout cela, bien sûr, était à mon nom. Il ne me donnait que quelques billets froissés à la fin du mois pour que j'aille payer les factures, me faisant sentir qu'il me rendait un immense service. J'écrivis dans le carnet d'une écriture ferme et décidée. Lundi, 8 heures. Agence de télécommunications. J'allais annuler absolument tous les services supplémentaires, ne laissant que la ligne téléphonique de base. Je voulais voir son visage lorsqu'il allumerait l'énorme téléviseur qu'il avait acheté à crédit et ne verrait qu'un écran noir, vide de toute image, de tout match de football, de toute série qu'il dévorait. Ce serait un premier coup, silencieux mais percutant. Ensuite, mes pensées se tournèrent vers les services essentiels, l'eau et l'électricité. Je ne pouvais pas le priver d'eau à cause de mes petits-enfants, bien sûr. Mais je pouvais tout à fait demander aux fournisseurs d'électricité de réduire la puissance souscrite au minimum indispensable. Adieu ces longues douches à l'eau bouillante. Adieu l'air conditionné qu'il laissait allumer toute la journée dans sa chambre. Tandis que moi, je suffoquais de chaleur dans la petite dépendance. J'allais ramener sa qualité de vie à ce qui était strictement nécessaire. S'il voulait vivre gratuitement pendant ces 30 derniers jours sur ma propriété, il vivrait selon mes règles, et ces règles seraient spartiates. Le point suivant sur ma liste était le plus douloureux, mais aussi le plus nécessaire. Ma fille, Laurine. Penser à elle me causait une vive douleur à la poitrine, une sorte de pincement lancinant. Je me souvenais de la façon dont elle avait baissé la tête quand Fabien m'avait crié dessus, de la terreur palpable dans ses yeux. J'étais en partie responsable de cette situation. En me taisant pendant ces 10 dernières années pour éviter les conflits, en me retirant au fond du terrain pour ne pas gêner, j'avais inconsciemment enseigné à ma fille que l'abus se tolérait au nom de la paix familiale. Je lui avais appris qu'une femme devait se faire petite pour que son mari se sente grand. Une amère leçon que je devais maintenant défaire. J'avalai la boule qui me serrait la gorge et pris une autre gorgée de mon café noir, fort et amer. Je ne pouvais pas laisser la culpabilité m'attendrir. Laurine allait pleurer. J'en étais certain. Elle viendrait probablement me chercher demain dans la dépendance, me suppliant de retirer l'ordre d'expulsion, me disant que Fabien était repentant, qu'il était stressé par le manque d'argent, que les enfants avaient besoin de leur père sous le même toit. Je devais préparer mon cœur à être une roche face à ses larmes. L'amour d'un père n'est pas toujours doux comme un gâteau aux 3 laits. Parfois, il doit être amer et fort comme le café que je buvais pour réveiller ceux qui dorment. J'écrivis un rappel dans mon carnet. Parler avec Mathieu. Mon petit-fils aîné avait 19 ans et aujourd'hui, il avait démontré qu'il ne partageait pas la lâcheté de son père.
J'avais vu ses poings serrés sous la table, une flamme de colère contenue dans son regard. Mathieu serait mon allié à l'intérieur de la maison principale. Je devais le rencontrer seul, lui expliquer la situation dans son intégralité et lui demander de garder les yeux ouverts. Je savais que Fabien, dans son désespoir, pourrait tenter de nuire à la propriété, de casser des portes, d'arracher des tuyaux, de détruire le jardin. Mathieu serait mes yeux et mes oreilles pour empêcher cet homme de détruire le patrimoine qui, un jour, reviendrait à mes petits-enfants. De plus, je devais protéger mon propre espace. La dépendance où je vivais avait une simple porte en bois et une vieille serrure qui n'offrait qu'une maigre protection. J'écrivis en majuscules dans mon carnet le nom de la quincaillerie de Monsieur Jules Durand, à 4 rues de ma maison. Demain, à la première heure, j'achèterai un verrou de sécurité en acier massif et l'installerai moi-même. Mes mains, bien qu'elles aient connu le poids des années, avaient encore la force nécessaire pour manier un tournevis et une perceuse. Je n'allais pas donner à Fabien l'occasion d'entrer dans ma chambre pour m'intimider au milieu de la nuit. Mon sanctuaire devait rester inviolable. Le plan prenait forme, une stratégie propre, silencieuse et létale. Il n'y aurait plus de cris de ma part. Il n'y aurait plus de discussions houleuses dans la cour, seulement des actions concrètes. Chaque jour qui passerait de ces 30 jours de délai, Fabien sentirait les murs de la maison qu'il croyait sienne se rétrécir autour de lui, l'étouffant lentement. J'éteignis la petite radio à transistor et la rangeai dans mon sac en toile avec mon carnet. Le soleil avait commencé à descendre, teignant le ciel de nuances orangées et violettes, comme une toile peinte par un artiste mélancolique. La fête des mères touchait à sa fin. Je payai l'addition en espèces, laissant un bon pourboire sur la table pour le jeune serveur, qui, malgré sa condescendance, avait été efficace. Je me levai de ma chaise, lissant les plis de mon pantalon. Je me sentais entier, plus que je ne l'avais été depuis des années. Pendant 10 ans, j'avais été un fantôme aimable qui cuisinait des gâteaux et balayait les feuilles du patio. J'avais été le beau-père docile, le grand-père silencieux, l'homme invisible. Mais l'homme qui avait cru pouvoir m'humilier devant mon propre sang avait commis l'erreur de réveiller le maître de la maison. Et maintenant, il allait découvrir que le vieux boulanger ne craignait pas les cendres, car il avait passé toute sa vie à travailler avec le feu. Je me réveillais à 4 heures du matin par pure habitude. Le cœur d'un boulanger ne se dérègle jamais, même 5 ans après avoir éteint les fours commerciaux pour la dernière fois. Je me levais dans l'obscurité de ma dépendance, allumais la lumière jaune du plafond et préparais mon café noir. Tandis que l'eau bouillait dans la casserole en émail, je repassais mentalement les notes que j'avais écrites la veille au soir dans mon carnet en toile cirée noire. Le plan était en marche, et le lundi ne faisait que commencer. À 7 heures du matin, alors que le quartier s'éveillait à peine au son des premiers bus et au chant hésitant des oiseaux, j'étais déjà debout devant le comptoir de la quincaillerie de Monsieur Jules Durand. J'achetais un verrou en acier massif, lourd et froid au toucher, ainsi qu'une boîte de longues vis. Monsieur Jules Durand, un homme au regard vif et à la moustache poivre et sel qui me connaissait depuis toujours, me proposa d'envoyer un de ses jeunes employés pour installer le verrou. Je le remerciai d'un sourire sincère et lui assurai que mes mains, malgré le poids des ans, savaient encore manier un tournevis avec précision. C'était une question de principe, de fierté. Après tant d'années passées à pétrir, à façonner, à construire ma propre vie et ma propre maison, je n'allais pas laisser quelqu'un d'autre sécuriser mon propre refuge. Je regagnai ma dépendance, le lourd verrou en acier dans ma poche, et consacrai l'heure suivante à cette tâche. Le bois de la porte, ancien et robuste, résistait un peu, mais mes gestes étaient assurés. Je perçais, je vissais, chaque mouvement était délibéré, empreint d'une satisfaction profonde. Le claquement métallique que fit le pène en glissant dans son logement fut bien plus qu'un simple bruit mécanique. Ce fut ma première déclaration d'indépendance de la journée, un son clair et définitif. Personne, absolument personne, n'entrerait désormais dans mon sanctuaire sans ma permission. C'était un petit acte, mais il portait en lui le poids de ma détermination retrouvée. À 9 heures du matin, je pris un bus en direction du centre de Villeurbanne. Le trajet fut l'occasion de contempler les rues qui s'animaient, les commerces qui ouvraient à leurs portes. Une effervescence familière, mais que je voyais aujourd'hui avec un regard neuf, celui d'un homme qui reprenait le contrôle.
Je pénétrai dans l'agence de télécommunications, pris mon ticket et attendis patiemment mon tour. L'atmosphère était celle de tous les lieux administratifs, un mélange de murmures et de bips électroniques. Lorsque la jeune employée du comptoir m'appela, elle m'accueillit avec cette amabilité un peu forcée, cette condescendance polie que l'on réserve souvent aux personnes âgées. Elle pensait sans doute que je venais me plaindre d'une facture salée ou demander de l'aide pour comprendre un relevé. Je sortis ma carte d'identité, la posai fermement sur le comptoir et lui demandai, d'une voix calme mais résolue, l'annulation immédiate du bouquet de chaînes sportives et du service Internet haut débit de la maison principale. La jeune femme cligna des yeux à plusieurs reprises, visiblement déconcertée. Elle me mit en garde contre la perte de tous les avantages premium et me demanda si j'étais absolument sûr de ma décision. Je la regardai droit dans les yeux et lui répondis que jamais de ma vie je n'avais été aussi sûr de quoi que ce soit, et que je souhaitais conserver uniquement la ligne téléphonique de base. Mon ton ne laissait aucune place au doute. Je signai les documents d'une écriture ronde et assurée, puis quittai l'agence, le reçu d'annulation précieusement rangé dans la poche de mon pantalon. Une autre petite victoire, silencieuse mais significative. Ma prochaine étape fut le fournisseur d'électricité. La procédure y fut un peu plus bureaucratique, comme je m'y attendais, mais ma condition de propriétaire absolu du terrain et de la maison me facilita grandement les choses. Les portes s'ouvraient plus facilement face à un titre de propriété incontestable. Je demandais une réduction technique de la capacité de charge électrique pour le compteur de la grande maison. L'employé qui me reçut, un homme aux lunettes fines posées sur le bout du nez, me regarda par-dessus ses verres et m'expliqua avec une précision technique que, avec cette réduction, si quelqu'un allumait la climatisation et le chauffe-eau électrique en même temps, les fusibles ne tiendraient pas et le courant serait coupé immédiatement. J'acquiesçai d'un hochement de tête, le remerciai pour cette explication des plus claires et signai l'autorisation sans hésitation. C'était exactement le piège que je voulais tendre. Une faille invisible pour eux, mais parfaitement calculée par moi. Je rentrai chez moi à midi. Le soleil de l'été commençait à chauffer la cour, et le vieux figuier offrait une ombre généreuse et accueillante. La maison principale était plongée dans un silence relatif. Mes petits-enfants étaient à l'école, Laurine était partie au marché, et Fabien Leroy, mon gendre, était censé chercher du travail. Mais nous savions tous, au fond de nous, qu'il passait ses matinées à parier au café du quartier voisin, dilapidant le peu d'argent qu'il trouvait. Je m'enfermais dans ma dépendance, actionnais mon nouveau verrou en acier avec un sentiment de sécurité et allumais ma radio à transistor à un volume très bas. Une douce mélodie de boléro emplissait l'air, un air familier qui me ramenait à des temps plus simples, à l'époque où ma boulangerie était mon royaume. Au lieu de lire le journal ou de m'adonner à des passe-temps plus calmes, je sortis d'une vieille boîte en carton ma collection de moules en fer-blanc pour la pâtisserie. C'étaient des moules anciens, certains en forme d'étoile, d'autres ronds et profonds, chacun portant les marques du temps et des innombrables gâteaux qu'ils avaient aidé à créer. Je m'assis près de la fenêtre, un chiffon propre et un flacon de polish à portée de main, et commençai à frotter le métal jusqu'à le faire briller, attendant patiemment que l'après-midi décline et que mon gendre rentre. Chaque geste était une méditation, un retour aux sources de mon métier, un rappel de ma propre valeur. Vers 18 heures, j'entendis le moteur bruyant de la camionnette de Fabien Leroy se garer brusquement dans la rue. Le son agressif brisa la quiétude de la fin de journée. J'entendis ensuite le portail métallique s'ouvrir et se refermer avec un coup sec. Puis ses pas lourds résonnèrent dans le couloir jusqu'à la maison principale. Je continuais à polir un moule à biscuits, sans altérer ma respiration, mon cœur battant d'une anticipation froide et calculée. 10 minutes plus tard, la tranquillité de la cour fut brisée. De ma fenêtre, à travers les vitres légèrement embuées, j'entendis les premiers cris étouffés par les murs épais de la grande maison. Fabien était en train de hurler. Il avait sûrement allumé son énorme téléviseur, acheté à crédit, pour regarder le résumé des matchs de football et s'était retrouvé face à un écran réclamant la souscription au service. Puis, j'imagine qu'il avait tenté de connecter son téléphone à Internet pour jouer, seulement pour découvrir que le réseau avait purement et simplement disparu. Il n'osa pas sortir dans la cour pour me réclamer quoi que ce soit.
Le souvenir du document notarial d'expulsion que je lui avais remis le jour de la fête des mères lui brûlait encore les mains. Il savait qu'un faux pas, une insulte directe à mon égard, et je pourrais appeler la police pour accélérer son départ. Alors, il déchargea sa fureur sur les objets. J'entendis le claquement violent d'une porte qui se fermait, mais la véritable épreuve arriva 1 heure plus tard. La chaleur de la nuit commençait à se faire collante, lourde, presque oppressante. Fabien, fidèle à sa routine d'homme qui exige des commodités qu'il ne paie pas, alluma la climatisation de sa chambre. Quelques minutes après, il décida sûrement de prendre un bain chaud pour détendre sa prétendue tension nerveuse. Soudain, un son sourd résonna contre la paroi extérieure de la maison principale. Le disjoncteur principal avait sauté. Les lumières de la grande maison s'éteignirent d'un coup, plongeant Fabien, Laurine et mes petits-enfants dans une obscurité totale et inattendue. Ma dépendance, qui bénéficiait d'un câblage indépendant et consommait le strict minimum, restait, elle, parfaitement éclairée. Mon petit ventilateur à pales continuait de tourner, brassant l'air chaud, et ma radio à transistor continuait de murmurer une vieille chanson de boléro, comme une douce berceuse. Je souris en silence. L'exécution de mon plan fonctionnait avec la précision d'une recette de pâtisserie parfaitement mesurée. À 20 heures précises, j'entendis de légers coups tremblants à la porte de ma dépendance. Ce n'étaient pas les coups arrogants de Fabien Leroy, mais les phalanges de ma fille, Laurine. Je fis glisser le verrou de sécurité en acier et ouvris la porte. Laurine se tenait là, baignée par la lumière jaune et douce de mon entrée. Son visage était marqué par la fatigue, ses yeux étaient gonflés, ses épaules affaissées, et ses mains s'entrelaçaient nerveusement sur son ventre. Elle semblait avoir 10 ans de plus que son âge réel, comme si le poids du monde s'était abattu sur elle en une seule soirée. Je l'invitai à entrer et lui offris de s'asseoir sur l'unique chaise en bois que j'avais devant mon lit. La pièce était petite, mais elle offrait un refuge tranquille, loin du chaos de la maison principale. Je restai debout, appuyé contre la petite table où je rangeais mon carnet en toile cirée noire. « Papa, s'il te plaît », commença Laurine, la voix brisée par l'émotion. Ces mots étaient à peine un murmure, empreint d'une détresse palpable. « Fabien est furieux. Il dit que tu as appelé pour couper Internet et le câble. Et maintenant, l'électricité ne tient plus. Les fusibles sautent dès qu'on allume la climatisation. Les enfants sont effrayés dans l'obscurité. » Je la regardais avec tout l'amour qu'un père peut ressentir pour sa fille. Un amour profond et inconditionnel, mais aussi avec la fermeté de celui qui sait que pour guérir une plaie infectée, il faut nettoyer en profondeur, même si cela fait mal. Mon cœur se serrait en la voyant si vulnérable, mais ma résolution restait inébranlable. Les enfants peuvent sortir dans la cour pour prendre l'air frais, comme tu le faisais toi quand tu étais petite, Laurine, lui répondis-je d'un ton calme, sans élever la voix. Ils peuvent lire un livre à la lumière d'une petite lampe et éteindre les gros appareils. Ce que je ne ferai pas, c'est continuer à financer les luxes d'un homme qui me manque de respect à ma propre table. Laurine se couvrit le visage de ses mains et sanglota. Je savais qu'elle utilisait mes petits-enfants comme bouclier, répétant le discours manipulateur que Fabien lui avait injecté dans la tête quelques minutes auparavant. C'était une tactique lâche, mais efficace pour la mettre sous pression. « Vas-tu vraiment nous mettre à la rue dans 29 jours, papa ?» demanda-t-elle, me regardant avec des yeux suppliants, pleins de larmes et de peur. « C'est le père de tes petits-enfants. Où allons-nous aller? Nous n'avons pas d'argent pour un loyer. » Je m'approchai d'elle et lui posai une main sur l'épaule. Je sentis la tension de ses muscles sous le tissu de son chemisier, une tension qui témoignait de son angoisse et de son épuisement. « Toi et mes petits-enfants, vous ne manquerez jamais d'un toit, » lui dis-je, mesurant chaque mot, chaque syllabe. « Cette maison est autant la tienne que la mienne. Mais le temps de Fabien ici est terminé. Il a 29 jours pour ramasser son arrogance et chercher un autre endroit où s'installer. Si tu décides de faire tes valises et de le suivre pour continuer à baisser la tête pour le reste de ta vie, ce sera ta décision. Ce sera ta croix, pas la mienne. J'ai déjà porté ma croix en travaillant dès l'aube, jour après jour, pour acheter ces briques, et je ne le laisserai pas les réduire en poussière. » Laurine ne sut que répondre.
Elle était si habituée à céder aux cris de son mari que ma tranquillité implacable la désarma complètement. Elle pleura encore un moment dans ma chambre. Je lui offris un verre d'eau minérale qu'elle accepta en silence, ses mains tremblantes. Quand elle se calma, elle se leva, me donna un baiser froid sur la joue et retourna dans l'obscurité de la maison principale. Il me fit mal de la voir partir ainsi, vaincue par sa propre peur et par des années de soumission. Mais je savais que c'était un pas nécessaire. Le poison de la soumission ne se guérit pas avec de tendres étreintes, mais avec une vérité amère et une volonté de faire. Le lendemain, mardi après-midi, je reçus une visite très différente. Mathieu, mon petit-fils aîné, traversa la cour tandis que son père était absent. Il vit le nouveau verrou de sécurité en acier sur ma porte et esquissa un sourire en coin, un signe de complicité silencieuse. Je lui fis signe d'entrer. Je sortis du petit réfrigérateur que j'avais dans ma chambre un morceau du gâteau aux 3 laits qui restait du dimanche. Je le lui servis dans une assiette blanche et nous nous assîmes pour converser. Mathieu avait 19 ans, mais la vie dans cette maison l'avait obligé à mûrir rapidement. Il avait le regard intelligent et de grandes mains, très semblable à celle de ma défunte épouse. Je lui expliquai la situation légale sans fioriture. Je n'insultais pas son père. Je n'utilisais pas de mots désobligeants. Je lui exposais simplement les faits, l'acte de propriété, la mise en demeure d'expulsion notariée et le délai de 30 jours. Mathieu mangeait son gâteau en silence, hochant la tête à chacune de mes phrases. Il absorbait chaque mot, chaque détail, avec une gravité qui dépassait son jeune âge. Hier, il a donné un coup de pied dans une chaise de la cuisine quand l'électricité a sauté, me confia Mathieu, baissant la voix par instinct, comme s'il craignait d'être entendu. Il a dit qu'avant de ficher le camp d'ici, il allait arracher les tuyaux en cuivre des salles de bain et casser les vitres des fenêtres. Il a dit que si la maison n'était pas la sienne, il allait te la laisser en ruine. La menace ne me surprit pas. Les hommes lâches s'en prennent toujours aux objets quand ils ne peuvent soumettre les personnes. C'était une réaction prévisible, le dernier sursaut d'un homme acculé. Je pris une gorgée de mon café noir, chaud et amer, et regardai mon petit-fils droit dans les yeux. « C'est pourquoi j'ai besoin que tu sois mes yeux et mes oreilles dans cette maison, Mathieu », lui demandai-je en posant ma main ridée sur la sienne. Le contact était un serment silencieux. Ton père est comme un animal acculé en ce moment. Il sait qu'il a perdu le pouvoir, mais son orgueil ne lui permet pas de l'accepter. J'ai besoin que tu surveilles la propriété. S'il tente de casser un seul tuyau ou d'endommager une porte, tu m'en avertis immédiatement. J'ai la police à un coup de fil et je n'hésiterai pas à le faire sortir menotté s'il détruit mon patrimoine. Mathieu serra les lèvres et hocha la tête avec fermeté. Son regard était rempli d'une détermination nouvelle, d'une loyauté inébranlable. « Je ne laisserai pas qu'il détruise ta maison, grand-père. Je te le promets, dit-il, et je sus qu'il parlait sérieusement. À cet instant, nous scellâmes une alliance silencieuse, une entente tacite qui allait changer le cours des choses. Fabien Leroy croyait qu'il contrôlait sa famille par la peur et les cris. Mais la vraie loyauté ne s'impose pas, elle se gagne avec le respect. Les jours suivants se transformèrent en une véritable guerre froide des nerfs et de la résistance, une bataille silencieuse où chaque geste, chaque omission prenait une signification démesurée. Fabien Leroy tenta de m'intimider par de petites actions ridicules, dignes d'un enfant en pleine crise de colère, incapable d'accepter sa défaite imminente. Une après-midi, par exemple, il gara sa grande camionnette en marche arrière, le pare-choc arrière à quelques centimètres seulement de la porte de ma petite dépendance, bloquant presque entièrement ma sortie. Il s'attendait, j'en étais certain, à ce que je sorte de ma retraite pour lui crier dessus, à ce que je le supplie de déplacer son véhicule. Mais ces temps étaient révolus. Au lieu de cela, je restai calmement assis, puis sortis mon carnet en toile cirée noire. Je cherchais le numéro de la police municipale et appelais depuis mon téléphone fixe, ma voix aussi neutre que possible. Je signalais un véhicule stationné de manière irrégulière, bloquant l'accès piétonnier à l'intérieur des limites de la propriété. Le lendemain matin, comme prévu, un agent laissa une contravention jaune vif collée sur le pare-brise de la camionnette. Fabien dut la déplacer, maudissant entre ses dents, le visage rouge de fureur contenu, sans oser me regarder dans les yeux. La victoire était douce, silencieuse.
Un autre samedi matin, il tenta de m'agacer en allumant l'autoradio de sa camionnette à plein volume, diffusant une musique assourdissante juste devant ma fenêtre. Je ne dis pas un mot, ne montrai aucun signe d'agacement. Je sortis tranquillement de ma dépendance, déroulai le tuyau d'arrosage vert du jardin et commençai à arroser le figuier, mon vieil ami qui me prodiguait son ombre généreuse. Je dirigeais le jet d'eau stratégiquement pour que la brise légère entraîne une pluie constante directement vers la vitre ouverte de sa camionnette. Il fallut peu de temps avant qu'il ne doive sauter de son siège trempé pour remonter la vitre à toute vitesse et éteindre l'autoradio. Je continuais d'arroser les racines de mon arbre, fredonnant doucement au rythme d'un vieux boléro que ma radio à transistor diffusait discrètement depuis ma dépendance. Le temps jouait indéniablement en ma faveur. Chaque fois qu'il tentait d'utiliser la climatisation et la douche en même temps, la maison était plongée dans l'obscurité, un rappel brutal de qui contrôlait réellement l'énergie. Chaque fois qu'il voulait regarder un match de football, le silence de l'écran noir l'obligeait à affronter sa propre réalité, sans échappatoire. Ses commodités s'évanouissaient une par une, et l'espace qu'il considérait comme son royaume se rétrécissait autour de lui comme une corde qui se resserre lentement, inexorablement. Le mois avançait, implacable, chaque jour une nouvelle étape vers l'inévitable. Son arrogance s'effondrait sans que j'aie eu à élever la voix une seule fois, consumé par le feu lent de ma patience, tandis que les jours barrés sur le calendrier lui annonçaient que son bannissement était imminent. Le 28e jour se leva sous un ciel gris et lourd, de ceux qui annoncent une tempête d'été qui ne finit jamais d'éclater, laissant l'air moite et pesant. La chaleur dans la cour était suffocante, collante, une humidité qui s'accrochait à la peau. Mais j'étais habitué à des températures bien pires, celles des fours ardents de l'Épidore. Assis dans mon fauteuil à bascule, sous l'ombre généreuse du figuier, j'observais la maison principale, telle une forteresse assiégée. La dynamique du foyer s'était complètement transformée au cours des 4 dernières semaines. Elle ressemblait à un écosystème dont le climat aurait été brutalement modifié, et Fabien était celui qui supportait le plus mal cette nouvelle saison. Sa détérioration physique et mentale était évidente, presque choquante. Sans sa climatisation pour le rafraîchir, sans ses matchs de football pour le distraire, sans Internet pour s'évader de sa propre médiocrité, il avait été contraint d'habiter sa propre réalité et, de toute évidence, il n'aimait pas ce qu'il y voyait. Il marchait dans les couloirs en traînant les pieds, avec une barbe de plusieurs jours qui lui donnait un air négligé et les yeux injectés de sang, signe de nuits agitées et de colère rentrée. Son arrogance initiale s'était réduite à un ressentiment muet et lâche, une amertume qui le rongeait de l'intérieur. Il avait tenté quelques autres petites mesquineries, comme laisser les robinets ouverts pour gaspiller l'eau, ou jeter des ordures près de la porte de ma dépendance. Mais Mathieu, fidèle à sa promesse, veillait. Il fermait immédiatement les robinets et balayait les ordures avant même que j'aie eu à me lever, me protégeant de ces petites agressions. Mon petit-fils aîné était devenu un mur de contention silencieux, mais inébranlable, entre la colère puérile de son père et ma tranquillité retrouvée. Ce jeudi après-midi, l'horloge du salon marquait 17 heures lorsque la tension atteignit finalement son point d'ébullition. J'étais dans ma dépendance, nettoyant mes vieux moules en fer blanc et écoutant un programme de boléros sur ma radio à transistor argenté. Soudain, un fracas métallique violent fit vibrer les vitres de ma fenêtre, me tirant de ma rêverie. J'éteignis immédiatement la radio, le cœur battant. Le son venait de la cour principale. Je me penchai discrètement et vis Fabien, le visage déformé par la rage, donner un coup de pied à une chaise en fer forgé qui s'écrasa contre le mur avec un bruit assourdissant. Il tenait une valise noire à moitié fermée dans une main, et de l'autre, il pointait du doigt ma fille Laurine, qui pleurait, debout et tremblante près de la porte de la cuisine. « Je t'ai dit de faire les bagages des enfants, Laurine !» hurla Fabien, la voix rauque et éraillée par la rage. « Je ne resterai pas une minute de plus dans ce taudis à attendre que ton père m'envoie la police. Nous partons tous d'ici, tout de suite. » Laurine secouait la tête, tremblant de la tête aux pieds, les larmes coulant sur ses joues. Mes plus jeunes petits-enfants, leurs visages pâles et leurs yeux grands ouverts de peur, regardaient la scène depuis la fenêtre du salon, comme des spectateurs impuissants d'un drame familial.
Fabien, s'il te plaît, nous n'avons nulle part où aller, supplia ma fille, se tordant les mains avec désespoir. Les enfants sont en plein milieu de l'année scolaire. Tu ne peux pas me demander de les mettre à la rue. Parle à mon père. Demande-lui pardon. Je suis sûr qu'il... Je ne demanderai jamais pardon à ce vieux, l'interrompit Fabien, la voix pleine de mépris, faisant un pas menaçant vers Laurine. L'insulte me parvint, même à travers la porte, ravivant une colère froide que je m'efforçais de contenir. Tu es ma femme et ton devoir est de me suivre, poursuivit Fabien, son regard perçant cherchant à briser la volonté de Laurine. Si tu ne viens pas avec moi, je te jure que tu ne reverras plus un seul centime de ma part, et nous verrons bien comment tu nourriras ces gamins, ajouta-t-il avec un sourire cruel, certain de son pouvoir. Laurine frissonna, ses yeux implorant une aide qui ne venait pas. La menace était claire, brutale. C'était le moment. Je fis glisser le verrou de sécurité en acier massif de ma porte, le cliquetis résonnant avec une détermination nouvelle. Je sortis dans la cour, mes pas lents mais fermes résonnant sur les carreaux rouges. Je lissai ma chemise de lin, un geste machinal pour masquer la tempête qui grondait en moi. Chaque pas était une affirmation, chaque mouvement une déclaration silencieuse. Je n'avais pas les mains vides. Sous mon bras gauche, je serrais fermement mon vieux carnet en toile cirée noire et une ancienne boîte en métal rectangulaire, autrefois remplie de biscuits danois au beurre, que j'avais transformé en mon archive personnelle, le coffre-fort de mes finances les plus délicates. En entendant mes pas sur les carreaux rouges, Fabien se tourna brusquement vers moi. Son visage, encore déformé par la rage, se figea un instant. Ses yeux, d'abord emplis d'une haine brûlante, trahissaient aussi une terreur profonde qu'il s'efforçait de camoufler derrière un volume sonore excessif. « Tiens, voilà le maître du château !» cria-t-il, sa voix résonnant de manière forcée dans la cour, tandis qu'il ouvrait les bras dans un geste théâtral. « Venez, Michel, appelez vos policiers. Je m'en vais, mais j'emmène ma famille, car ils sont à moi, pas à vous. » Ces mots étaient un défi, une tentative désespérée de réaffirmer une autorité qu'il sentait lui échapper. Je m'arrêtai à 2 mètres de lui. Mon regard se posa directement sur Laurine. Ma fille avait le regard brisé, ses yeux reflétant un mélange déchirant de peur. La peur d'être abandonnée par cet homme violent, mais aussi la panique de le suivre, de se laisser entraîner plus profondément encore dans l'abîme qu'il creusait autour d'eux. « Laurine, dis-je d'une voix douce, entre dans la maison, emmène les enfants dans leur chambre et ferme la porte. »« Personne ne bouge !» rugit Fabien. Il saisit Laurine par le bras avec une brusquerie qui me fit tressaillir. Avant que je puisse faire un pas pour intervenir, une ombre haute et large s'interposa entre eux. C'était Mathieu. Mon petit-fils ne dit pas un seul mot. Il saisit simplement le poignet de son père avec une force que je ne lui connaissais pas, ses phalanges blanchies par la pression. Sans un mot, il le força à lâcher sa mère. Fabien le regarda, le souffle coupé, visiblement surpris par la force de son propre fils. Mathieu, sans un mot, le poussa légèrement en arrière, traçant une ligne invisible sur le ciment de la cour. Une ligne que Fabien ne devait pas franchir. « Maman, écoute grand-père, entre !» ordonna Mathieu, sa voix ferme et posée, sans la moindre trace d'hésitation. Ce n'était plus la voix d'un adolescent, mais celle d'un homme qui venait de prendre une décision irrévocable. Le cycle d'abus dans cette maison prenait fin aujourd'hui. Laurine, le visage encore inondé de larmes, mais les yeux brillants d'une lueur nouvelle, hocha la tête. Elle se précipita à l'intérieur de la maison principale, emmenant les plus jeunes enfants loin de cette scène de tension. Le bruit de la porte qui se refermait fut un soulagement pour tous. Nous restâmes tous les trois dans la cour, figés dans un tableau silencieux. Fabien, le souffle court et saccadé, les yeux injectés de sang. Mathieu, les poings serrés le long de son corps, une détermination farouche gravée sur son jeune visage. Et moi, tenant fermement mon carnet en toile cirée et ma boîte en métal, le poids de mes preuves entre mes mains. Fabien laissa échapper un rire amer, un son rauque et forcé, tandis qu'il ajustait nerveusement le col de sa chemise. « Très joli !» cracha-t-il. « Le vieux a monté le fils contre le père. Peu importe. Je me tire d'ici. Vous verrez comment vous vous débrouillerez sans un homme pour entretenir cette maison. » Il marcha d'un pas lourd vers sa valise, désireux de partir en faisant le plus de bruit possible.
Pas si vite, Fabien, dis-je d'une voix calme mais ferme. J'ouvris la boîte en métal avec un léger claquement sec. Il s'arrêta net et me regarda par-dessus son épaule, le front plissé, une lueur d'inquiétude commençant à poindre dans ses yeux. Le délai d'expulsion se termine dans 2 jours, continuai-je. Je posai délibérément la boîte sur la vieille table en bois de la cour. Et vous avez tout à fait raison de partir. Mais avant que vous ne franchissiez ce portail, nous avons quelques comptes à régler. Vous parlez beaucoup d'entretenir cette famille, repris-je. Mais je crois que votre mémoire est assez défectueuse. Je sortis alors de la boîte une épaisse liasse de papier rectangulaire, soigneusement attachée avec un élastique. Je l'ai laissé tomber sur la surface en bois de la table. Le son sec du papier frappant le bois résonna avec une clarté surprenante dans le silence du patio. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Fabien, sa voix trahissant une méfiance grandissante. « Approchez-vous et lisez, » lui dis-je. Fabien hésita un instant, puis s'approcha. Son visage, qui jusqu'à ce moment était écarlate de fureur, perdit toute couleur en quelques secondes, virant au gris cendre. Sa mâchoire tomba légèrement. C'étaient des reconnaissances de dettes. 25 au total. Vous avez toujours pensé que je passais mes après-midi à lire le journal et à écouter des feuilletons à ma radio, n'est-ce pas ? Dis-je, ma voix empreinte d'une amertume contenue. Au cours des 5 dernières années, commençai-je, vous avez emprunté de l'argent à des usuriers, à votre banque et même aux fournisseurs de pièces détachées pour votre camionnette. Je marquai une pause. De l'argent que vous avez gaspillé en paris stupides, en alcool, pour simuler une vie de luxe que vous ne pouviez absolument pas maintenir. Il voulut parler, sa bouche s'ouvrant et se refermant, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Ses yeux sautaient frénétiquement d'une reconnaissance de dette à l'autre, comme s'il cherchait une échappatoire. Sur chaque feuille, sa propre signature désordonnée, tracée à l'encre bleue, lui renvoyait le reflet de ses mensonges. Ce que vous ne saviez pas, continuai-je, savourant chaque syllabe, c'est que les usuriers de cette ville n'ont aucune patience. Quand vous avez cessé de les payer, ils sont venus vous chercher ici même. Je les ai reçus à la porte, tandis que vous dormiez votre ivresse. Je n'avais aucune envie qu'ils vous brisent les jambes devant mes petits-enfants. Alors, j'ai agi. J'ai racheté votre dette, Fabien Leroy. Le nom claqua comme un fouet. J'ai payé chaque centime en espèces, avec l'argent mis de côté derrière le comptoir de ma boulangerie, sou par sou. Désormais, je suis votre unique créancier. Je levai la reconnaissance de dette qui portait le chiffre le plus élevé. Celle-ci, en particulier, est le prêt que vous avez contracté il y a 3 ans, en mettant votre camionnette en garantie. Ce véhicule, dans lequel vous comptiez fuir aujourd'hui, m'appartient désormais légalement. Un frisson parcourut l'échine de Fabien. Si vous additionnez tous ces papiers, continuai-je, vous me devez une somme que vous ne pourriez jamais me rembourser, même en travaillant 3 vies d'affilée. C'est une montagne de dettes, Fabien, et vous êtes au pied du mur. Le silence qui s'installa dans la cour fut absolu. Mathieu me regardait, les yeux écarquillés, un mélange d'incrédulité et d'admiration dans son regard. Il était sidéré par le niveau de préparation, par la patience que son grand-père avait su maintenir secrète pendant 5 longues années. Fabien Leroy déglutit avec difficulté. Ses mains, celles-là même qui avaient osé saisir Laurine, tremblaient si violemment qu'il dut les poser sur le bord de la table pour ne pas perdre l'équilibre. L'illusion de sa supériorité venait de se briser en 1000 éclats. « Michel, nous pouvons trouver un arrangement, » balbutia-t-il, sa voix brisée, à peine audible. « Vous ne pouvez pas me prendre la camionnette. C'est mon outil de travail, c'est ma seule chance de trouver un emploi. » Je souris, mais mon geste n'avait rien de joyeux. C'était le sourire froid de celui qui avait gagné une guerre qu'il n'aurait jamais dû avoir à mener. « Vous n'avez pas cherché de travail depuis 10 ans, Fabien, » rétorquai-je. « Vous avez cherché des excuses ? Et non, nous ne trouverons aucun arrangement. Je ne négocie pas avec des hommes qui humilient les femmes à leur propre table. » Je refermai mon carnet en toile cirée noire avec un claquement sec et fixai mon gendre droit dans les yeux. Il détourna le regard presque immédiatement, incapable de soutenir le poids de sa propre honte. « Je vais vous donner une seule et unique option, » décrétai-je. « Vous allez prendre cette valise noire qui traîne à vos pieds, marcher jusqu'au portail, déposer les clés de la camionnette
et les clés de cette maison sur cette table, et partir, à pied, dans la rue. Vous ne remettrez plus jamais les pieds sur ce trottoir. Vous ne lèverez plus jamais la voix sur ma fille. Et vous ne réclamerez plus rien, jamais. En échange, repris-je, je garderai ces reconnaissances de dette dans ma boîte. Et je n'irai pas au tribunal pour exiger la saisie sur votre salaire inexistant. Considérez la camionnette comme le paiement pour les 10 années de loyer, d'eau et d'électricité que vous avez consommées gratuitement sous mon toit. 10 ans de parasitisme, Fabien. C'est un juste prix. Fabien Leroy resta immobile, figé, son regard rivé sur la boîte en métal et sur la pile de reconnaissance de dette. Il chercha dans mes yeux le moindre signe de doute, la plus petite fissure. Mais dans mon regard, il ne trouva que la dureté inébranlable d'un mur de briques réfractaires, de ceux qui supportent le feu direct sans jamais céder. Lentement, comme si ses propres bras pesaient 100 kilogrammes, Fabien Leroy glissa sa main droite dans la poche de son pantalon. Il en sortit un trousseau de clés. Le métal tinta dans le silence de l'après-midi, un son aigu et désespéré, celui de la défaite. Ses doigts, épais et tremblants, séparèrent la clé de la camionnette de celle de la porte principale de ma maison. Il les laissa tomber sur la table en bois sculpté. L'impact résonna comme une sentence définitive. Il ne dit pas un seul mot. Il ramassa sa valise noire du sol et commença à marcher le long de l'allée latérale, en direction de la rue. Mathieu et moi l'observions en silence, nos regards fixés sur sa silhouette qui s'éloignait. Lorsqu'il atteignit le portail métallique, il l'ouvrit, sortit sur le trottoir et le referma derrière lui. Le claquement du métal fut le point final parfait d'une décennie de lâcheté et de souffrance. À cet instant précis, le ciel gris qui nous avait menacés toute l'après-midi se déchira, libérant une pluie fine et persistante, comme si la nature elle-même lavait les dernières traces de sa présence indésirable. La pluie s'intensifia, froide et purificatrice, gorgeant d'eau les feuilles du figuier et effaçant toute trace de la chaleur étouffante qu'avait laissée la présence de cet homme. Mathieu laissa échapper un soupir long et profond, un souffle qui semblait libérer des années de retenue. Il se tourna vers moi, saisit les clés de la camionnette sur la table et me les tendit, ses doigts effleurant les miens. Sans un mot, sans même un son, il m'enveloppa dans une étreinte serrée. Je sentis la force de ses jeunes bras, la loyauté inébranlable d'un garçon qui avait choisi le respect et la justice. Je lui tapotai fermement le dos à plusieurs reprises, sentant l'odeur fraîche de la pluie sur sa chemise. « C'est fini, mon garçon », lui murmurai-je, la voix rauque d'émotion. La tempête est dehors maintenant, pas à l'intérieur. Je ramassai mes reconnaissances de dette et les rangeai précieusement dans la vieille boîte en métal. Mathieu et moi marchâmes côte à côte vers la maison principale. Lorsque j'ouvris la porte du salon, l'atmosphère à l'intérieur était lugubre. Les rideaux étaient en tirés, plongeant la pièce dans une pénombre oppressante, la lumière éteinte, conséquence de la restriction électrique que j'avais imposée quelques jours plus tôt. Laurine était assise sur le canapé usé, serrant contre elle la plus jeune de mes petites filles, Camille. Les autres enfants, les yeux écarquillés et remplis d'une peur silencieuse, les observèrent depuis le tapis, recroquevillés l'un contre l'autre. Je m'approchai d'elle à pas lents. Je déposai mes affaires sur la table basse, puis m'assis à ses côtés. Je lui caressai doucement les cheveux, écartant une mèche humide de son front. « Il est parti, Laurine », lui dis-je d'une voix douce mais ferme. « Il a laissé les clés. Il ne reviendra pas. » Ma fille leva les yeux vers moi, son regard brouillé par les larmes. Elle s'effondra sur mon épaule, secouée par des sanglots si puissants qu'ils faisaient trembler tout son corps. C'était un torrent de douleurs accumulées, une libération cataclysmique. Elle pleurait les années perdues, les humiliations avalées en silence, la peur lancinante et la honte d'avoir permis à un homme médiocre d'éteindre sa lumière. Je la serrai fort contre moi, la laissant vider son cœur. Dehors, la pluie continuait de tomber, un rideau liquide qui semblait laver le monde. « Pleure tout ce que tu as à pleurer aujourd'hui, ma fille, » lui murmurai-je à l'oreille. « Vide ton cœur de toute cette peine. Mais écoute-moi bien. À partir de demain, dans cette maison, plus une seule larme ne sera versée pour un homme qui ne connaît pas la valeur des femmes qui l'entourent. Plus jamais. » C'était une déclaration, un serment que je lui faisais,
et que je me faisais à moi-même. À partir de demain, nous allions reconstruire. Et ce fut le cas. La transformation de notre réalité ne s'opéra pas par magie, mais elle prit le rythme constant et apaisant d'une pâte qui lève, lentement mais sûrement, dans la chaleur juste et enveloppante d'un four. Chaque jour apportait son lot de petits progrès, de nouvelles habitudes, de gestes oubliés qui retrouvaient leur sens. Dès le lendemain, à la première heure, je me rendis à l'agence de télécommunications, puis chez le fournisseur d'électricité. Je rétablis la puissance du compteur électrique, permettant à la lumière de revenir inonder chaque recoin de la maison. Je réactivais également l'abonnement Internet, essentiel pour les enfants. Mais cette fois, les règles étaient les miennes, et elles seraient claires. Je réunis Laurine et Mathieu dans la cuisine, autour de la grande table en granit. Je leur expliquai sans détour que cette maison fonctionnerait désormais selon le principe de la responsabilité partagée. Chacun aurait son rôle, ses tâches, ses devoirs. Laurine était visiblement effrayée. Elle n'avait pas travaillé en dehors de la maison depuis 15 ans. L'idée de subvenir aux besoins de ses enfants sans l'ombre économique, aussi illusoire fut-elle, que Fabien Leroy prétendait leur fournir, la paralysait. Elle avait été si longtemps dépendante, si longtemps sous le joug d'un homme qui lui avait volé toute confiance en elle. Cette même après-midi, je me rendis dans ma petite dépendance. J'y empaquetais ma vieille collection de moules en fer blanc, ses formes patinées par le temps et des milliers de fournées. Je les transportais avec précaution jusqu'à la cuisine de la maison principale. Les déposer sur la grande table de granit fut un geste lourd de sens, comme un rituel sacré. C'était le retour aux sources, la réappropriation de notre espace. J'allumai ma vieille radio à transistor argenté et choisis une station de boléros. Les mélodies douces et mélancoliques, mais joyeuses, emplirent la pièce, chassant la lourdeur du silence. C'était la bande-son parfaite pour ce nouveau chapitre. « Remonte tes manches, Laurine », lui ordonnai-je, lui tendant un tablier blanc immaculé. « La peur ne paie pas les factures, mais le travail, oui, et tu as mon sang dans les veines. Les Dubois, nous savons transformer la poussière de la farine en or. C'est notre héritage, notre force. » Je commençai à lui enseigner les secrets qui avaient bâti la réputation de notre famille. Je lui appris à sentir la température de la pâte du bout des doigts, à doser la levure à l'œil, à comprendre que la patience est l'ingrédient le plus précieux de n'importe quelle recette. Au début, ses mains tremblaient, hésitantes, et elle brûla quelques fournées de biscuits. Semaine après semaine, je la vis se transformer. La tension qui raidissait ses épaules commença à s'estomper, remplacée par une assurance nouvelle. Pétrir la pâte devint sa thérapie. Frapper la masse contre la table de granit était sa manière de libérer la frustration accumulée, les colères rentrées. Et voir le pain gonfler et dorer dans le four lui rendait peu à peu confiance en sa propre capacité à créer de belles choses. Nous commençâmes à vendre nos gâteaux et pains artisanaux aux voisins du quartier, puis à quelques cafés du centre-ville de Villeurbanne. Le bouche à oreille fonctionna rapidement, et les commandes affluèrent. L'arôme enivrant de vanille, de cannelle et de beurre grillé remplaça pour toujours l'odeur de renfermé et de bière bon marché que Fabien Leroy avait laissé imprégner dans les murs de la maison. Les enfants participaient eux aussi, aidant à emballer les gâteaux, fiers de cette nouvelle activité familiale. Un mois après le départ de mon gendre, je me rendis dans une papeterie et achetai un nouveau carnet aux couvertures rouges et épaisses. Je le tendis à Laurine un soir après le dîner, accompagné d'un stylo à encre noire. « Celui-ci est à toi », lui dis-je en désignant les pages blanches, immaculées. « Ici, tu vas noter chaque centime qui entre, chaque euro gagné par ton travail, par notre travail. C'est le début de ton indépendance, ma fille. Chaque euro issu de tes ventes est une affirmation de ton amour-propre. L'indépendance d'une femme commence par la connaissance exacte de la valeur de son travail. Ne cède plus jamais le contrôle de ta vie à quelqu'un qui n'est pas capable de te respecter. » Laurine saisit le carnet à deux mains. Ses doigts effleurèrent la couverture rouge, comme si elle tenait un trésor inestimable. Dans ses yeux, l'opacité triste et résignée avait disparu, remplacée par une lueur nouvelle, une étincelle de détermination. Elle me remercia d'un sourire sincère, un sourire qui atteignait enfin ses yeux, et commença à tracer ses premières colonnes de comptabilité sur les pages vierges. C'était plus qu'une simple tenue de compte, c'était la cartographie de sa liberté retrouvée.
Mathieu, de son côté, démontra qu'il était devenu un homme à part entière. Je lui tendis les clés de la camionnette, lourdes et froides dans ma paume. Ce n'était pas un cadeau immérité, mais un outil de travail, une responsabilité qu'il devait assumer pleinement. Il livrait les gâteaux et pains de sa mère chaque matin, sillonnant les rues de Villeurbanne. Il avait également trouvé un emploi à la quincaillerie de M. Jules Durand. Le voir s'éloigner par le portail principal, la camionnette chargée, me saluant d'un geste de la main, me remplissait d'une fierté immense. Il avait brisé la chaîne du machisme lâche de son père et traçait sa propre voie, celle d'un homme respectueux et travailleur. La nouvelle de ce qui s'était passé avec Fabien Leroy se répandit dans la famille comme une traînée de poudre. Mes deux autres filles, Sophie et Claire, ainsi que leurs maris respectifs, Marc et David, avaient compris le message, fort et clair. La dynamique de pouvoir au sein de notre clan familial avait opéré un virage à 180 degrés. Le respect, qui m'avait été si longtemps refusé, était désormais absolu. Mes gendres, ces mêmes hommes qui avaient baissé les yeux et fixé leurs chaussures le jour de la fête des mères, arrivaient maintenant à ma maison avec une révérence sincère. Lors des réunions familiales, ils apportèrent les meilleurs morceaux de viande, sans que personne n'ait eu besoin de le leur demander. Plus personne n'osait tenter d'occuper la place d'honneur, la tête de la longue table en bois sculpté. Cette chaise était mon trône indiscutable. Je n'étais pas devenu un tyran, loin de là. Je restais le même grand-père, celui qui préparait des galettes au beurre pour ses 12 petits-enfants et leur donnait des baisers sur le front. Mais désormais, cet amour était soutenu par une autorité tranquille que personne, sous aucun prétexte, n'osait remettre en question. Parfois, tandis que j'arrosais les racines de mon figuier, je m'arrêtais pour réfléchir à l'étrange cécité de cette société moderne. Nous vivons dans un monde qui idolâtre la jeunesse et qui, en retour, enterre ses aînés vivants. Ils croient qu'à cause de nos genoux qui craquent, de notre peau qui se froisse, nous avons perdu notre acuité d'esprit. Ils ignorent que les hommes de ma génération n'ont pas grandi en demandant la permission. Nous avons grandi en survivant, en nous battant pour chaque parcelle de notre existence. Chaque ride sur mon visage est un problème résolu. Chaque tache sur mes mains est une crise surmontée. La grande erreur de Fabien Leroy fut de confondre la tranquillité apparente de la vieillesse avec la soumission de la défaite. Il a pris ma patience pour de la faiblesse. Mon silence, lui, n'a jamais été un symbole de reddition. Il fut ma salle de planification, mon laboratoire secret où je forgeais mes stratégies. Aujourd'hui, c'est dimanche. 6 mois se sont écoulés depuis ce fameux jour de la fête des mères. Le soleil de midi inonde la grande cour arrière d'une lumière dorée et bienveillante, caressant les carreaux rouges du sol et réchauffant l'air ambiant. Le barbecue crépite à nouveau, dégageant des volutes de fumée parfumée, mais cette fois, l'odeur n'est plus celle de la tension ou de la rancœur. Elle sent la famille retrouvée, la paix enfin récupérée, le bonheur simple et authentique. Mes 12 petits-enfants courent et rient dans la cour, jouant à cache-cache autour de la petite dépendance du fond. Laurine est dans la cuisine, le visage rougi par la chaleur, sortant du four un immense gâteau au chocolat, dont l'arôme sucré embaume toute la pièce. On l'entend rire, un rire fort et libre, un son que je n'avais pas entendu depuis si longtemps. Mathieu et mes autres gendres, Marc et David, s'occupent du barbecue, retournant les brochettes avec expertise, plaisantant entre eux à voix basse. Je suspends ma sacoche en toile brodée au dossier de ma chaise en bois, celle qui trône fièrement à la tête de la longue table. Je sors ma radio à transistor argenté, la pose délicatement sur la nappe à carreaux et ajuste le bouton du volume. Un doux boléro commence à s'élever, ses mélodies mélancoliques se mêlant harmonieusement au tintement des assiettes et des couverts. Je m'assois lentement, ajustant le tissu de ma chemise à motifs floraux, un cadeau de Laurine. Je prends le temps d'observer mon œuvre, non pas avec orgueil, mais avec une profonde satisfaction. Je ne parle pas seulement de la maison en briques, de son toit en tuiles rouges ou de son terrain d'angle. Non, je parle de ma famille, de ce clan que j'ai bâti, que j'ai protégé. Ils étaient sur le point de se décomposer sous le joug d'un homme petit par l'esprit. J'ai dû puiser dans le feu de ma propre dignité pour brûler cette mauvaise herbe qui étouffait tout, pour laisser la terre de notre foyer respirer à nouveau.
Je contemple mes mains ridées, les jointures noueuses et épaissies par le travail acharné de tant d'aubes solitaires. Ce sont les mains de Michel Dubois, 72 ans, maître absolu de son destin et du sol qu'il foule. Un homme qui a su se relever et reconstruire son monde. Un homme d'expérience, un vrai, ne s'éteint pas avec les années. Il se transforme, comme le bois qui, au lieu de brûler en un instant, se consume lentement, dégageant une chaleur plus profonde et plus constante. Il apprend simplement à faire moins de bruit, à laisser le silence parler pour lui, à observer, à comprendre. Il montre au monde, sans avoir besoin de crier, que celui qui est le maître du feu, celui qui a connu sa chaleur dévorante et sa fureur créatrice, n'aura jamais peur des cendres froides. Et moi, Michel Dubois, j'en avais la preuve vivante dans chaque rire de mes petits-enfants, dans chaque fournée de pain que Laurine sortait du four, dans chaque matin où je me levais à 4 heures, libre et debout, le maître de ma propre maison.